Ici Marie-Ève Dupré. Bienvenue au balado Liberté planifiée présenté par Sidaros et Associés IG Gestion privée de patrimoine, votre cabinet en planification financière. Au fil des épisodes, Fadi Sidaros et moi parlerons finances d'une façon différente. Nous toucherons la planification de la gestion et du patrimoine, l'atténuation fiscale, la planification successorale, l'indépendance financière, la gestion de risques et encore plus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, la gestion de risques. Protégez ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Bienvenue à Liberté planifiée, un balado où est-ce qu'on démystifie la finance. On garde toujours ça très simple avec mon invité Fadi Sidaros de Sidaros et Associés. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion de risque. La gestion de risque, protéger ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Bonjour Fadi. Salut. On passe beaucoup de temps à bâtir notre patrimoine, mais très peu à le protéger, hein? Oui, mais c'est en gestion de patrimoine ou en planification financière, la gestion de risque, c'est un peu les fondations d'une maison. Tu peux bâtir la plus belle maison vue de l'extérieur, parce que les fondations, on les voit rarement. Mm-hmm. On peut la bâtir aussi grosse et aussi belle, mais ce qui va faire en sorte qu'elle va tenir debout pour plusieurs années, c'est quoi les fondations. Puis la gestion de risque, c'est un petit peu ça. La gestion de risque, c'est de dire, OK, s'ils vendent fort, s'il arrive quelque chose d'important dans nos vies, de malheureux, souvent, c'est ça la gestion de risque, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas, puis qui arrive, bien, c'est quoi notre situation? Comment notre plan financier est shaké? Est-ce qu'on repart à la case départ? Est-ce qu'on handicape notre plan financier? Puis c'est ça la gestion de risque. C'est que la gestion de risque, c'est souvent, on parle d'assurance, on parle de plan de contingence, de fonds d'urgence, qu'est-ce qui arrive si je tombe malade au niveau opérationnel. Il y a un paquet d'éléments. Puis souvent, ce qui est négligé, c'est qu'au Québec, on assure quand même pas mal tout. T'sais, on assure notre voiture, on assure notre maison, on assure notre iPhone, imaginez-vous. Mais souvent, ce qui est négligé, on ne se pose pas la question, c'est quoi mon actif le plus important? Le monde va dire souvent la maison. Non, l'actif le plus important, c'est toi. Mm-hmm. C'est toi parce que c'est toi qui es générateur de tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce que tu as acquis, tout ce que tu es après bâtir, ça part d'un seul endroit. C'est ta capacité de générer des revenus. Et pourquoi c'est souvent négligé? Bien, c'est négligé parce que c'est un sujet que je dirais, on ne se lève pas le matin et dire « Hey, je suis bien assuré ». On parle beaucoup dans planification financière de rendement, d'investissement, de bourse, d'acheter une maison. Il y a comme des piliers comme évidents dans notre société qu'on va discuter. Puis cette partie-là, bien, souvent est négligée parce que c'est une partie un petit peu plus plate à jaser, parce qu'on se dit, ben là, qu'est-ce qui arrive si tu tombes malade? Qu'est-ce qui arrive si tu meurs? On est quand même dans le négatif, mais moi, je ne vois pas ça comme négatif. Je vois ça comme responsable. Je vois ça comme quelque chose qui fait partie de la vie. Puis le pire qu'on peut penser, que ça arrive juste aux autres. Je donne un exemple. Pour moi, la meilleure image de ça, c'est mon père qui me l'avait illustré exactement comme ça. C'est si tu as une poule qui pond des œufs en or, qu'est-ce que tu protèges? Est-ce que tu protèges ton œuf en or qui vaut beaucoup d'argent ou tu protèges la poule? C'est une bonne question. Il faut protéger les deux, mais idéalement, c'est la poule qui amène les œufs. Exact. L'œuf est rendu presque négligeable. Parce que le jour où l'œuf est dépensé, si je n'ai pas quelque chose qui continue à en produire, mais nécessairement, je me mets dans le trou. Mm-hmm. Pour moi, nous, on est les poules. Okay? On va dire, nous, en tant qu'être humain, en tant que générateur de richesse, on est les poules. Puis pas juste ça, c'est qu'on produit de la richesse, mais on a un impact opérationnel. On est quelqu'un qui s'occupe de la famille. Souvent, on est deux à s'occuper de la famille. C'est que nécessairement, on est un pilier dans les opérations. On est un pilier émotionnel pour nos enfants, pour notre conjoint, notre conjointe. Puis, à la fin de la journée, on a un rôle global. On a un rôle affectif, opérationnel, puis financier. C'est que je dois compenser si moi, je me retire de cette équation-là. Okay? Je dois savoir, OK, c'est quoi l'impact que ça va avoir pour ma famille et pour moi si un des sinistres
pouvait arriver. Puis c'est ça, la gestion de risque. Est-ce que tu as l'impression que la plupart des gens qui viennent dans ton bureau ont l'impression que ça leur arrivera pas à eux d'avoir justement des bad luck ou de la difficulté? C'est le syndrome du fumeur que j'appelle souvent. T'sais. Tout le monde sait que fumer, c'est pas bon. Ça fait toujours rire quand quelqu'un va dire à un fumeur, tu savais que c'est pas bon pour ta santé. Ça donne à rien d'y dire, il est au courant, OK? Il est au courant. Ce que je veux dire par là, c'est que, par contre, la proportion de gens qui arrêtent de fumer lorsqu'ils ont un diagnostic, elle est exponentielle. C'est-à-dire, j'ai le diagnostic d'un cancer, par exemple, j'arrête de fumer. Mais pourtant, ce diagnostic était latent, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une bonne possibilité, on connaît les statistiques, n'a pas nécessairement driver le comportement. C'est qu'il y a d'autres façons de juste dire, tu n'approches pas l'assurance comme tu n'approches pas un fumeur, de dire, hey, tu sais que ça pourrait t'arriver que ta maison brûle ou que tu perdes ta job ou qu'on est au courant. La plupart des gens qui rentrent dans mon bureau sont relativement ouverts parce qu'on amène la conversation sur du terre à terre. Je te donne un exemple. Je dis, si par exemple, tu perds ton emploi, combien de temps tu vas devoir piger dans tes économies long terme parce que tu vas passer à travers tes économies court terme. T'en as-tu des économies aussi? T'as-tu ton fonds d'urgence? Par exemple, le fonds d'urgence, je conseille souvent aux gens d'avoir un minimum de 3 à 6 mois de dépenses fixes. Okay? Puis la plupart des temps, il y a des gens qui ont plus, il y a des gens qui ont moins. Puis il y a juste des gens qui ne savaient pas. Une fois qu'ils le savent, ils embarquent, puis ils commencent à le faire, puis on le bâtit tranquillement, pas vite. Puis je pense qu'avec les protections, par exemple, d'assurance, c'est la même chose. Les gens sont relativement ouverts quand c'est amené d'une façon très pratico-pratique. Si demain matin, je te donne un exemple, si demain matin, tu avais le cancer, parle-moi un petit peu de comment tu voudrais que ça fonctionne. Parce que si tu as le cancer, ça ne veut pas dire que tu es invalide. Ça veut dire, ça se peut que ton patron te demande de rentrer lundi matin. Tu n'avais pas le cancer vendredi, tu l'as lundi, tu es encore habilité à travailler. C'est que nécessairement, tu n'as peut-être pas le choix de retourner au travail. Mais est-ce que tu vas vouloir retourner au travail ou tu aimerais ça avoir une liberté financière, avoir un plan de contingence? S'il y a un de nous deux qui tombe malade en tant que couple, voici de la nouvelle argent qui va rentrer à la maison, qui va me permettre de prendre une pause. Je donne l'exemple avec l'assurance maladie grave, souvent, qui est super intéressant. Pourquoi? Bien, peut-être que moi, je suis malade, donc j'ai droit à mon invalidité au travail. Mais peut-être quand je vais faire mes traitements de chimio, j'aimerais ça que mon conjoint m'accompagne parce que je file mal pendant 4-5 jours après. Okay? C'est que là, ça me permet de le libérer. L'assurance, en fond, l'assurance, c'est le pouvoir du choix. C'est de pouvoir dire, je prends un break, je mets la pause sur pause, je mets la pédale sur pause, je me permets de me reconstruire. Parce qu'il n'y a rien de pire. Déjà, la santé, c'est un stresseur dans la famille quand la santé ne va pas bien. Imaginez si, en plus, on amène l'anxiété financière. Hey, c'est vraiment une période désagréable. Puis, les impacts de ne pas en avoir sont tellement disproportionnellement plus élevés que le coût que ça... Souvent, les gens ne savent même pas combien ça pourrait coûter de venir se protéger correctement au niveau de l'assurance vie ou de se protéger correctement au niveau de l'assurance maladie grave ou l'invalidité. Souvent, c'est juste de te donner l'information puis faire les scénarios, de dire, bien, regarde, le but, c'est pas de te surassurer, c'est pas d'enrichir personne avec l'assurance, c'est juste un plan de contingence. Dans le fond, l'assurance, c'est dans le fond la stratégie de la continuité. Je veux juste que si j'envoyais mes enfants au privé, je puisse encore être capable de l'envoyer au privé. Si j'arrête parce que j'ai perdu mon emploi, mais je sais que je n'aurai pas besoin de piger dans mes REER durant cette période-là. C'est que la gestion de risque, c'est pas si ça va arriver, ce risque-là, c'est quand ça va arriver. Parce qu'il y a tellement de risques qui sont enlignés comme dans n'importe quoi, tu les auras peut-être pas toutes, ces risques-là, mais tu risques de pogner le mauvais numéro à un moment donné, puis que ça t'arrive à toi ou ça t'arrive à un proche. C'est vraiment une question de dire, je veux me sensibiliser, puis je prends des décisions en conséquence, puis selon mes moyens. Puis souvent, les disent, ça coûte cher. Ça coûte pas cher. C'est-à-dire, en assurance, il y a des produits pour tout le monde, il y a des stratégies pour tout le monde, des choses qui coûtent vraiment pas cher, des choses qui coûtent plus cher, mais qui donnent plus de bénéfices, et ainsi de suite. Je pense que l'important, chose que peu de gens ont faite, c'est une analyse. Ça commence par l'analyse de dire, OK, je vais faire mon constat. OK? Puis ceux qui en ont le plus besoin, des fois, c'est ceux qui se sentent le plus invincibles.
OK? Ah, je fais des sous, ça va bien. Ah, ouais, mais encore une fois, es-tu la poule? Puis si toi, t'es pas là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les gens ont de la difficulté justement à estimer leur valeur? Très difficile. C'est très, très, très difficile. C'est très difficile c'est plus... Estimer la valeur nette, c'est plutôt facile parce que tu sais, je prends combien vaut ma maison, mes REER, moins ce que je dois, ça me donne ma valeur nette. Mais ce que je vais produire dans le temps, ça, c'est difficile. Le fait que je suis un producteur de richesse, puis ce qui va faire en sorte que je vais contribuer aux opérations familiales et futures, ça, c'est très difficile. Quelqu'un va dire, OK, disons que je dis, par exemple, un chiffre arbitraire, après analyse, je dis, tu as besoin de 2 millions. Tu vas dire, ben mon Dieu, 2 millions, ça n'a pas de sens. Puis quand je te montre l'analyse, je te dis, ben une fois que j'ai payé l'hypothèque, une fois que j'ai payé ta dette d'études, une fois que j'ai remboursé les prêts auto, il reste, disons, 1,2 million. Tu fais 100 000 par année. Tu amènes 100 000 par année. C'est juste 10 ans. C'est juste 10 ans d'apport. Puis ça, c'est même pas après impôt. C'est que rapidement, les chiffres peuvent avoir l'air gros parce que on produit de la richesse de façon continue. Puis une des erreurs que les gens font, c'est de dire, ben moi, j'en ai avec le travail. J'ai des assurances. J'ai des assurances Ouais. avec le travail. Mais souvent, les assurances avec le travail vont être très minimales. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient les compléter. On ne vient pas remplacer. On fait une analyse complémentaire pour voir. Puis après ça, la personne décide de dire, ben, regarde, moi, je me sens confortable avec ça, ou un peu moins, ou un peu plus. Nous, en tant que conseiller en sécurité financière, on n'a pas le droit de surassurer quelqu'un. Donc, l'idée préconçue qu'il va me vendre l'assurance, non. Quand tu fais une analyse d'assurance, tu dois prouver à l'AMF, tu dois prouver au régulateur, puis à la conformité, pourquoi tu as proposé cette stratégie-là, puis en quoi c'est lié à un besoin. C'est qu'encore une fois, si on fait affaire avec un professionnel, comme un peu un ingénieur ou un architecte, qui ne te mettra pas des poutres en acier dans ta maison quand c'est une maison unifamiliale. Il va utiliser du bois. C'est le même principe. C'est que, dans le fond, c'est d'utiliser la bonne stratégie pour le bon besoin. Bien, justement, mettons, les gens qui nous écoutent, ils se disent, ben moi, ça m'intéresse, mais j'ai vraiment un budget limité. Oui. On commence avec quoi? On commence avec quoi? Moi, je pense que on n'achète pas un produit. Ça, c'est souvent, puis on est très sollicité à se faire vendre des produits. On va à la banque, on dit, je vais vous vendre une assurance pour votre carte de crédit. Si vous n'êtes pas capable de la payer. Je vais vous vendre une assurance pour votre assurance hypothécaire. Je vais vous vendre une assurance pour, comme on a dit, pour l'iPhone. Arrêtez d'acheter des produits. Faites une analyse de ce que vous avez besoin de façon globale. Puis après ça, vous allez aller chercher des produits qui vont venir répondre à ce besoin-là. Moi, je pense vraiment, c'est de contacter un conseiller en sécurité financière, de faire une analyse qui ne coûte rien, parce que lui, sa job, c'est d'offrir l'analyse. Puis après ça, d'arriver avec des solutions. Puis après, on peut justement prendre des choses qui coûtent un petit peu moins cher, puis des termes un petit peu plus courts, ainsi de suite, pour justement commencer quelque part. C'est que le commencer quelque part, vraiment, là, c'est de faire l'analyse, parce que je vois trop de gens qui ont acheté des trucs de façon très sporadique. Ils se sont fait vendre des affaires, mais jamais sur une vision globale de leur situation financière. Puis toi, tu les vois, ces gens-là, ils viennent dans ton bureau. Oui. C'est quoi les erreurs que tu pourrais partager avec nous autres à ne pas faire? Les erreurs que je vois des fois, par exemple, au niveau du travail, les gens vont avoir pris l'assurance de niveau 1, disons, au niveau de leur assurance invalidité, quand il y avait le droit à plus. Souvent, l'assurance collective, c'est un avantage d'avoir ça parce que ça coûte beaucoup moins cher des fois une assurance privée parce que c'est collectivement, la compagnie d'assurance prend le risque. C'est souvent de faire une bonne analyse de son assurance collective, puis déjà de savoir ce qu'on a. La plupart des gens ne savent pas. Il y a aussi des gens qui ne savent pas, qui ont des assurances sur des trucs qu'ils ne devraient pas avoir. Souvent, c'est une mauvaise compréhension de leur situation actuelle, puis de ne pas prendre le temps. Mais encore une fois, en gestion de patrimoine, en planification globale, stratégique, holistique, l'assurance fait partie de ça. C'est que souvent, des fois, les gens ne l'ont jamais fait ou personne ne leur a jamais offert. Parce qu'il y a des conseillers qui se concentrent seulement sur les placements. Il y a des conseillers qui se concentrent seulement sur l'assurance. Idéalement, de faire affaire avec un conseiller qui a une vision holistique de la planification financière, puis que c'est là qu'on va aller chercher. C'est quand on parle de planification, liberté planifiée,
ben on ne peut pas être libre s'il y a toujours une épine de Damoclès au-dessus de notre tête. Puis à la moindre goutte d'eau, on se sent vulnérable. Puis ça, c'est pas nécessaire parce qu'on a tous les moyens d'être bien assurés, que ce soit le petit revenu jusqu'au gros revenu. Il y a une stratégie pour tout le monde. La seule chose qu'il faut faire, c'est de prendre le temps d'en faire l'analyse. Est-ce que tu as l'impression que les gens réalisent des fois trop tard qu'ils ne sont pas bien assurés? Oui. Souvent, l'assurance, les gens disent c'est mon droit d'être assuré. Non, l'assurance, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Parce que l'assurance, ils vont te dire plus souvent non qu'autrement que tu penses qu'ils vont te dire oui. C'est-à-dire que, dépendamment de ton historique de vie, ça se peut qu'ils te disent non. Tes habitudes de vie, ça se peut qu'ils te disent non. Ton dossier de conduite peut avoir un impact. L'âge va avoir un impact. Ton niveau de santé va avoir un impact. C'est que plus tu attends, plus tu accumules ces prises au bâton. C'est que si tu as trop de prises au bâton, l'assureur va dire, écoute, si tu m'avais parlé il y a 5 ans, je t'aurais peut-être dit oui, mais aujourd'hui, avec le bilan que tu as bâti, c'est non. Puis souvent, je dis aux gens, moi, puis c'est pas un conseil, c'est plus une bonne pratique que moi, je me suis posé la question, à quel âge on assure quelqu'un? Mais le plus tôt qu'on a les moyens de le faire. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai assuré mes petits-enfants parce que je me suis dit, avec les moyens que j'avais, j'ai dit, je vais leur faire ce cadeau-là. C'est quelque chose qu'ils auront de moins à prendre eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas devoir prendre des complémentaires, mais ils vont partir avec une base. La beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas de prix de drogue encore. Il n'y a pas d'étiquette à son dossier de conduite. C'est un enfant. C'est que tout ce qui pourrait se développer après, ça, on ne pourra jamais lui enlever. C'est à lui. C'est un droit acquis. C'est qu'encore une fois, le privilège d'être assuré, le plus vite on le fait, le plus de chances qu'on va payer le moins cher possible, puis que le plus de chances qu'on va être accepté aussi. Ah, puis tu sais, si je me trompe pas, là, corrige-moi si je dis n'importe quoi, là, mais du moment que tu prends cette assurance-là, à un moment donné, elle est transférable. Oui, bien, elle est transférable, elle est transformable. Parce que, tu sais, toi, un jour, tu seras peut-être plus là, mais eux vont être encore là. Oui, absolument. Ils vont continuer à la maintenir en vie. Avec un montant qui va être dérisoire. Dérisoire, parce qu'évidemment, le coût d'assurance, si on le prend de façon permanente, bien, ça le dit, c'est que ton coût d'assurance ne va pas augmenter. Puis il y a même des stratégies où tu finis de payer à un moment donné. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai pris, par exemple, pour mes petits-enfants, eux, un certain temps, je vais leur remettre, puis elle va être payée. Un peu comme une hypothèque. Je vais leur remettre. Ils vont bénéficier de ça. Mais je pense qu'il y a tellement de stratégies super intéressantes. Puis l'assurance peut être aussi un levier financier. On parle souvent de protection de risque. Éventuellement, dans un autre balado, on parlerait de comment utiliser l'assurance comme un levier financier, comment on peut faire des sous avec l'assurance, comment on peut bonifier notre succession, qui est un côté un peu plus positif à l'assurance, parce que l'autre, on essaie de protéger un risque, mais ça devient super intéressant. C'est que l'assurance, c'est tout un monde, puis c'est souvent pas... Il y a beaucoup de gens qui vont aller sur YouTube pour voir comment mieux investir. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont sur YouTube pour voir comment mieux me protéger. C'est pour ça que c'est important qu'on le prenne en main. C'est pour ça que c'est important qu'on prenne la décision de dire hey, il faut qu'on regarde ça. Il faut qu'on regarde ça sérieusement, puis on regarde ça avec un professionnel. Puis c'est pas quelque chose que les gens sont à l'aise de faire. Puis il n'y a pas beaucoup de ressources dans le marché, contrairement à l'investissement puis d'autres sujets. En terminant, Fadi, quelqu'un qui nous écoute puis qui dit moi, j'ai rien là, actuellement. Là. On fait quoi? On fait quoi? Bien, déjà là, ayons une conversation avec nous-mêmes ou avec notre conjoint pour dire, regarde, je ne sais pas si on est correct ou on n'est pas correct. Donc, de faire le constat, puis d'avoir l'humilité de dire, on doit développer la question, puis de prendre le téléphone, de peut-être demander à un ami s'ils ont déjà quelqu'un qui a déjà été bien servi, une référence toujours intéressante, puis de s'assurer aussi que le conseiller que vous avez devant vous a une bonne réputation, parce que ça prend un bon conseiller en sécurité financière, puis il y en a plusieurs au Québec qui vont nous accompagner là-dedans. Puis ça ne devrait pas être plate. Vous devriez sortir du bureau ou avec des décisions où tu te sens vraiment dire « OK, là, je me sens bien. Je me sens bien parce que j'ai pris des décisions qui ne vont pas juste me protéger moi, mais qui vont avoir un impact sur ma famille, puis de l'autre génération. Parce qu'à la fin de la journée, la personne la plus importante, encore je le rappelle, c'est nous. Puis l'idée, c'est de se sentir en sécurité. Merci beaucoup, Fadi. Ça fait plaisir. Fadi Sidaros de Sidaros et Associés pour Liberté planifiée. Vous cherchez des conseils adaptés à votre vie? Contactez l'équipe de Sidaros et Associés, IG Gestion privée de patrimoine au sidarosetassociés.ca.
parce que derrière l'argent, il y a les gens. Liberté planifiée, une production M105. IG Gestion de patrimoine incorporé, cabinet en planification financière. Ce contenu contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n'est pas de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisés, ni de vous inciter à acheter des titres. Fadi Sidaros est entièrement responsable du contenu. Il convient d'obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle auprès d'un conseiller ou d'une conseillère IG.